bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker, le podcast qui suit celles et ceux qui investissent en bourse. Comme vous venez de l'entendre, c'est un épisode un peu particulier car nous l'enregistrons en public et dans un lieu qui nous tient à cœur. Nous avons en effet posé nos micros à Liège, au cœur d'HEC, et cela grâce à l'OIC Dow Jones, soit le club d'investisseurs de l'école de commerce. Merci de nous recevoir. Au programme de ce podcast, 2 parties et un bonus, ainsi que 3 invités ayant été étudiants, ici même, ou qui le sont toujours. La première partie sera consacrée à l'actualité des marchés avec Nicolas Eusicom, gestionnaire de portefeuille à la banque Puilatco. Nous parlerons bien évidemment du conflit au Moyen-Orient et de son impact sur les marchés. La deuxième partie se focalisera sur les investissements préférés des jeunes avec l'avocat Florian Ernotte. Nous scannerons aussi le portefeuille d'un jeune étudiant, membre du Dow Jones Club qui s'appelle Lenny. Enfin, nous ne serons pas les seuls à prendre la parole puisque dans la dernière partie de ce podcast qui fera l'objet d'un épisode bonus, ce sera à votre tour de prendre le micro de l'intervieweur pour un moment d'échange sous forme de questions-réponses. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker. Maintenant que les présentations sont faites, nous avons envie d'en savoir un petit peu plus sur notre public, vous qui avez fait le déplacement. Tout au long de la soirée, nous vous poserons quelques questions sous la forme d'un sondage, histoire de mieux se connaître. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet et de parler du thème de la première partie avec cette question. Comment avez-vous réagi en tant qu'investisseur, investisseuse à la guerre au Moyen-Orient ? Alors, la question va s'afficher. Réponse A, j'ai tout vendu ou seulement une partie de mes investissements. J'ai racheté plein d'actions. Réponse B. Réponse C, j'ai racheté plein de cryptos. Réponse D, je n'ai rien fait. Et réponse E, je n'investis pas en bourse. Alors, on a un public qui vote, mais qui est plutôt passif. Pour le moment, la majorité de la salle n'a rien fait. On voit quand même qu'en deuxième position, c'est des gens qui ont profité des baisses et de la volatilité occasionnées par ce conflit pour racheter des actions. Nous allons maintenant parler du thème central qui secoue les marchés depuis bientôt 1 mois. C'est donc la guerre au Moyen-Orient. Pour cela, j'ai préparé quelques questions à poser à Nicolas Eusicom. Nicolas, comme je vous le disais dans l'introduction, est un ancien d'HEC. C'est bien ça, Nicolas? Tu as étudié ici en quelle année et dans quelle branche? Alors, bonjour. Donc, j'ai été ici entre 2011 et 2016 et donc j'ai fait ingénieur de gestion avec une spécialisation en finance. Donc là maintenant tu travailles chez Puilatco. Quelle est ta fonction précise? Donc ma fonction c'est d'être gestionnaire de portefeuille. Donc je m'occupe en fait de gérer des portefeuilles en gestion sur mesure pour les clients de la banque. Et j'imagine que dans des périodes comme ça où il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup de nervosité sur les marchés, ça occasionne beaucoup plus de travail. Oui, en effet, c'est vrai qu'en termes de volatilité de marché, on est, en tout cas sur les dernières séances, on a eu notre lot, et donc ça génère en effet pas mal de travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en début d'année, on démarrait en fait plutôt sur un setup qui était positif pour les marchés actions, avec typiquement le marché qui s'attendait à 2 baisses de taux de la part de la Réserve fédérale, des gouvernements qui dépensaient. On a parlé par exemple des plans de relance dans l'infrastructure et la défense en 2025, et l'intelligence artificielle qui continue de porter, je dirais, les gains d'efficience. Sur les premières semaines et les premiers mois, et globalement le premier trimestre, on remarque que tout ce qui est fragmentation géopolitique et choc géopolitique, c'est toujours bien en toile de fond. Alors quand on parle de l'Iran spécifiquement, évidemment la répercussion principale, c'est sur les prix de l'énergie. Donc on le voit typiquement avec le cours du baril, donc du Brent, qui est aux alentours des $100 actuellement. Il a même été topé $120 sur les séances précédentes. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait le Brent avait déjà eu tendance à augmenter avant l'éclatement du conflit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a ce qu'on appelle la prime géopolitique, donc la prime de risque,
qui peut être intégré dans le cours du pétrole. Et en fait, il avait démarré à $60, il a été jusqu'à $70 en amont, ce qui veut dire qu'en fait, une partie, en tout cas, de l'éclatement du conflit était déjà anticipée par le cours. Alors maintenant, évidemment, pour les prochaines semaines et pour les prochains mois, ce qui importera clairement, c'est la durée du conflit. Bon, on a déjà passé 4 semaines dans le conflit. Vous avez certainement lu, bien sûr, le problème au niveau du détroit d'Ormuz, qui est crucial pour les marchés, vu qu'il représente plus ou moins 20% du transit de pétrole et de gaz. Et donc c'est très important pour les marchés parce qu'en fait, plus la durée du conflit et donc les répercussions au niveau autant du transit que de la production dans les pays du Golfe va avoir tendance à continuer, plus cette prime de risque sur le pétrole va avoir tendance à continuer, voire à s'accentuer. Pourquoi c'est un problème pour les marchés? Parce que typiquement, ça peut accentuer le risque de reprise de l'inflation à court terme. Et à côté de cela, ça peut aussi avoir un impact sur la croissance plutôt baissière. Quand l'inflation augmente, vous avez tendance à être impacté sur votre pouvoir d'achat. La confiance du consommateur diminue et donc on peut avoir une baisse de croissance. C'est ce qu'on appelle en économie un risque de stagflation. Stagflation, c'est hausse de l'inflation, baisse de la croissance. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt un casse-tête pour les banques centrales. Parce que les banques centrales, un de leurs objectifs principaux, ça va être en fait de contrôler cette inflation. Comment? Typiquement en augmentant les taux. On l'a connu par exemple en 2022, lors de l'éclatement de la guerre en Ukraine. La Réserve fédérale avait augmenté massivement ses taux parce que l'inflation était allée jusqu'à 9% aux États-Unis. Alors, bien sûr, dans ce contexte-là, depuis l'éclatement de la crise en Iran, du coup, les courbes des taux d'intérêt ont plutôt eu tendance à augmenter, notamment sur la partie courte, donc parce qu'on anticipe une réaction des banques centrales vis-à-vis de ça. Par contre, notre positionnement vis-à-vis de cela, c'est de se dire que la situation est différente par rapport à 2022. Pourquoi? En fait, c'est que l'inflation en 2022, elle a été drivée, je dirais, par de multiples facteurs. Il y avait un espèce de cocktail explosif qui fait que l'inflation a atteint des niveaux relativement inédits, en tout cas dans l'histoire récente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que hormis bien sûr le choc au niveau de l'énergie, et typiquement on parlait du gaz russe à l'époque, il y avait également des problèmes d'approvisionnement plus généraux. Rappelez-vous, on sortait du Covid, donc il y avait quand même des goulots d'étranglement un peu partout en fait dans nos chaînes d'approvisionnement, et ça a eu tendance évidemment à alimenter l'inflation parce que les coûts de transport, les coûts logistiques en fait en général ont été en hausse. Côté de ça, on sortait du Covid, du coup la consommation a repris, les gouvernements dépensaient d'un point de vue fiscal énormément justement pour essayer de relancer l'économie, et donc le problème ne se situait pas uniquement sur l'offre, ce qui est en fait aussi actuellement le cas du côté énergétique, mais c'était également un problème de demande qui repartait, et tout cela dans un contexte où, rappelez-vous, on sortait d'une période de taux d'intérêt très très bas. En Europe, on était en fait en territoire négatif, c'est-à-dire que le taux directeur de la Banque centrale européenne était inférieur à 0, et du côté des États-Unis, les taux étaient extrêmement bas également, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc la situation est assez différente. On a nous-mêmes en fait essayé de faire ce qu'on appelle un stress test, donc voir en fait où l'inflation, par exemple, pourrait se comporter si le pétrole se situait dans les prochains mois. Imaginez que le conflit dure encore peut-être 3 à 6 mois, disons, et que le pétrole se situe entre 95 et $120 le baril, ce qui est grosso modo le cours actuel du pétrole. Eh bien, l'inflation aux États-Unis ne dépasserait pas la barre des 4% dans ce contexte-là. Donc, on est quand même loin des 9% qu'on a connus avant. Et c'est pour ça qu'on ne pense pas que les banques centrales vont réagir de façon aussi importante qu'à l'époque, et que du coup, il vaut mieux quand même prendre du recul dans ce marché. Et justement, c'est important de bien comprendre que quand on est investisseur, on suit les marchés, on suit des valeurs, des actions, mais il faut suivre aussi cette lame de fond qu'est l'économie, la macroéconomie, parce que ça a des implications. Maintenant, on va revenir sous l'angle de l'investisseur particulier, de vous qui êtes ici, vous qui nous écoutez. On a déjà fait quelques épisodes sur les bonnes réactions, le bon comportement à avoir dans des périodes où il y a beaucoup de nervosité. En général, on demande de suivre son plan, de rester calme, de prendre du recul. Mais Nicolas, comment est-ce qu'un investisseur peut prendre du recul? Je pense que déjà, un point de départ pour prendre du recul, c'est regarder ce qui s'est passé dans le passé.
Parce qu'en fait, ça permet du coup d'avoir au moins un point de référence. Évidemment, le futur n'est pas spécialement le passé, mais au moins avoir une base. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les 80 dernières années de performance boursière du S&P 500, donc l'indice phare des États-Unis, eh bien, quand on compare le rendement du S&P 500 juste après un choc géopolitique par rapport aux périodes où il n'y a pas de tension géopolitique, en fait, après 6 mois, déjà, le rendement est inaffecté. Et c'est idem à 12 mois. En fait, l'impact, il est beaucoup plus court terme. Et on l'a vu depuis 4 semaines, la volatilité a augmenté, les marchés ont eu tendance à baisser. Par contre, historiquement, les marchés ont eu tendance à vite se refocaliser sur les fondamentaux, c'est-à-dire la bonne publication, par exemple, des résultats des entreprises, et donc à rebondir de façon assez rapide. Oui, et là, il y a énormément d'indicateurs qui arrivent, qui sont mis à jour. On met à jour des indicateurs sur la santé des entreprises à travers les résultats trimestriels, des indicateurs qui donnent une idée de la santé des économies, des indicateurs avancés comme les PMI ou comme parfois des prévisions de croissance et d'inflation de grands organismes. Et ici, en Belgique, par exemple, la Banque nationale ou la BCE peut nous donner des indications. On conseille aussi aux gens, en cas de tempête, de toujours être diversifiés parce que la diversification fait que les chutes sont parfois moins visibles sur un portefeuille qui est bien diversifié, et aussi à rester investi, à pas sortir, rentrer du marché à la moindre secousse. Comment est-ce qu'on peut faire pour être bien diversifié et rester investi dans des périodes comme celle qu'on vit maintenant ? Et donc, pour commencer peut-être sur le point de rester investi, donc ce qui est super important, justement, c'est de ne pas réagir à chaud. On sait que, et on le voit pour le moment, toutes les nouvelles sont plutôt négatives et donc donnent envie, en fait, de réaliser évidemment une partie de son portefeuille quand on perd de la visibilité à court terme. En général, en fait, ça tend justement à vendre au pire des moments. Et c'est une stratégie en fait qui peut s'avérer très coûteuse, donc d'essayer de faire ce qu'on appelle du market timing. Donc market timing, en fait, c'est de sortir, imaginons, des marchés parce que vous avez moins de visibilité, et d'essayer d'aller trouver le point bas, c'est-à-dire le creux, pour rentrer une fois que la visibilité est meilleure. En faisant ça, en fait, vous vous exposez quand même à un risque qui est très important. Typiquement, en fait, quand on regarde l'évolution du S&P 500 sur les 30 dernières années, en fait, si vous aviez investi un montant de départ, peu importe le montant, si vous aviez raté les 10 journées où la hausse du S&P 500 a été la plus importante, votre investissement final, c'est-à-dire aujourd'hui, aurait été 2 fois moins important. Donc c'est très risqué évidemment de faire ça. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que ces journées haussières, elles interviennent en fait pour la plupart du temps dans des marchés baissiers. Donc c'est-à-dire dans des marchés qui sont déjà en territoire de correction de plus de 10 ou de 20%, ou alors au tout début de la remontée des marchés. Donc plutôt que d'essayer de timer et de prendre ce risque qui peut quand même être considérable en termes de performance, nous on préfère essayer de justement préparer son portefeuille en amont. Et pour le préparer de façon diversifiée, l'idée c'est justement d'inclure des actifs qui ne sont pas parfaitement corrélés entre eux. Donc d'inclure des actifs qui peuvent monter quand d'autres baissent. Typiquement actuellement, c'est vrai que ça peut paraître compliqué parce qu'en fait, on a les taux qui montent, donc les actions qui baissent, on a les obligations qui baissent, on a eu l'or qui a eu aussi tendance sur les dernières semaines à baisser. On peut penser à d'autres types d'actifs comme par exemple des matières premières, comme typiquement des obligations qui sont elles-mêmes indexées à l'inflation. Là, il y a moyen en tout cas d'essayer de diversifier son portefeuille et surtout de rester investi. Alors on le voit, l'actualité des marchés est dominée par la guerre au Moyen-Orient. Dans ce contexte, il est important de rester bien informé, mais aussi de prendre du recul, de ne pas surréagir à ce qu'on appelle le bruit informationnel. Alors on a parlé d'actualité, maintenant on aimerait s'intéresser à vos investissements, et c'est le deuxième sondage de la soirée. J'aimerais savoir, en bourse, vous êtes plutôt quoi ? Alors, plusieurs réponses sont possibles. Soit vous êtes plutôt crypto, plutôt tech, autres, produits financiers. Et on verra si parmi nous, il y a encore des gens qui n'investissent pas ou qui n'ont jamais investi en bourse. Ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'investisseurs en produits financiers. À majorité, notre public est investi en tech, suivent les autres produits financiers, comme j'imagine des fonds, des ETF,
des assurances groupes, des actions d'autres secteurs que la technologie. Et puis, il y a plus d'investisseurs en crypto que d'investisseurs qui n'investissent pas. Comme nous venons de le voir et comme nous le disent les sondages d'opinion et les études des grands courtiers belges, la vague des nouveaux investisseurs arrivés en bourse après le Covid investit majoritairement dans le secteur technologique, surtout à Wall Street, et elle n'est pas indifférente à l'univers des crypto-monnaies. Nous allons à présent poser quelques questions à Florian Ernoth, avocat spécialisé en technologie et qui en connaît un rayon sur les crypto-monnaies. Florian, bonjour. Bonjour. Alors toi aussi tu étais étudiant à HEC, mais tu es aussi même toujours actif ici. C'est ça, j'ai fait un master de spécialisation en fiscalité ici à HEC avec l'ULiège et je suis collaborateur scientifique aussi à HEC dans le cadre des programmes de formation blockchain et intelligence artificielle. Alors tu es déjà venu quelques fois dans nos podcasts. Comment est-ce qu'un avocat comme toi voit-il l'arrivée de nombreux jeunes investisseurs sur les marchés depuis le Covid ? C'est une bonne chose, je pense, parce qu'on a, à mon sens, quelques problèmes d'éducation financière en Europe, et donc c'est peut-être un moyen d'attirer une certaine tranche de la population à s'intéresser à ces sujets-là. Maintenant, avec des dérives qu'on a pu voir pendant le Covid, notamment, avec des projets qui étaient très dans tous les sens, pour le dire simplement, et donc avec quelques excès, quelques dérives. Alors, une bonne chose, en effet, un manque d'éducation financière, peut-être moins à HEC qu'ailleurs. Je veux dire par là que vous êtes un petit peu plus sensible à la matière financière. Mais quand on parle d'éducation financière, on parle de savoir gérer son propre budget. On parle aussi de s'intéresser à l'économie, aux nouvelles tendances de l'économie. Et ce qu'on voit, c'est que la technologie, l'intelligence artificielle, la robotisation, toutes ces thématiques-là sont de plus en plus présentes dans notre quotidien et deviennent même des thématiques d'investissement fascinantes. Oui, et je pense qu'en fait, la force des cryptos, c'est que ça a permis à beaucoup de personnes de rentrer dans le milieu de l'investissement, mais d'une manière peut-être plus facilitée, parce qu'il n'y avait pas toute cette complication financière derrière les crypto-actifs. D'ailleurs, c'est un des reproches qu'on peut faire, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière les cryptos. Donc, on a dû aller dans un secteur peut-être plus simple à comprendre, mais en même temps plus compliqué techniquement. Et puis, de fil en aiguille, on ouvre ses perspectives. On se rend compte que quand on achète des cryptos sur une plateforme type Robinhood, à un moment donné, on pouvait avoir d'autres types de produits. Et puis, on évolue. Et c'est, je pense, la force des cryptos dans le narratif qu'il y a dans cette communauté, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'incitation à cette éducation financière. Il y a des hashtags DYOR, fais tes propres recherches, des acronymes. Donc, on responsabilise les gens aussi par le fait que les cryptos, on sait les détenir soi-même et donc on est sa propre banque. Et donc, il y a quand même toute une conscientisation derrière le narratif crypto et la philosophie crypto qui permet, je pense, de responsabiliser l'investisseur et donc d'avoir des choix un peu plus responsables, conscients à certains égards. Et quand on vient sur le marché des actions, un marché un peu plus conventionnel car mieux réglementé, on se rend compte aussi que le public a un engouement pour les grandes capitalisations américaines parce qu'ils sont aussi des utilisateurs des réseaux sociaux, des utilisateurs de ces grands groupes technologiques qui construisent des smartphones par exemple. Et en parallèle, on voit que les outils pour investir sont beaucoup plus simples aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en train de m'écouter et en même temps d'investir, ce qui était beaucoup plus difficile à faire avant l'arrivée de toutes ces applications de trading. Alors, je vous propose d'écouter un petit extrait parce qu'on remarque que les cryptos intéressent énormément les jeunes. On va entendre ici un extrait de 2022 où Lorena était venue dans Tracker nous expliquer ses premiers pas dans le monde de la crypto. Je me suis sentie sur une autre planète. Mais c'est vrai que c'est le passage à l'acte et de verser son argent, de commencer, de télécharger l'application, de créer son compte, etc. qui rend l'investissement réel. C'est super chouette. J'avais juste le sentiment d'être dans un autre monde, en fait. C'est pas comme en bourse
où les noms des sociétés, on les connaît, les sociétés. En crypto, il faut chaque actif appartient à des secteurs ou des activités, mais dont on n'a jamais entendu parler. Donc, c'est comme une jungle d'informations. C'est un autre monde, en fait. Alors, Florian, quand on investit en crypto, on est vraiment dans une autre planète ? Je pense oui. Parce que technologiquement, il faut quand même se rendre compte que Bitcoin, qui est donc le premier cryptoactif qui est sorti, il fait quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire auparavant. C'est échanger de la valeur de manière numérique avec une grande certitude. Il y a eu des projets qui ressemblaient, mais ça a vraiment disrupté le marché de la technologie en tant que telle parce qu'on a réussi à faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire avant. Donc ça, c'est quand même fondamental. Et puis après, effectivement, on a eu une courbe relativement longue, hein. Il y a eu 10 ans, le Bitcoin, la première transaction Bitcoin, c'est 2009. On a 2010, enfin une dizaine d'années entre guillemets où le marché vivote, et puis le Covid qui, à mon avis, a accéléré l'investissement des jeunes, notamment, où on a eu une multiplication des projets avec toute la hype qu'on a pu aussi connaître avec les NFT, toute cette mode-là, et donc aussi, et je pense que c'est ce que Lorena explique dans son témoignage, c'est que il y a tellement de projets, tellement d'informations qu'à un moment donné, on est obligé de faire le tri et de comprendre où est-ce qu'on fait le filtrage et où est-ce qu'on fait le tri. Donc voilà, et peut-être pour rebondir sur le propos que tu disais tout à l'heure, je suis pas certain que les investisseurs investissent chez Microsoft ou chez Apple parce qu'ils utilisent du Microsoft ou du Apple. Il y a peut-être une partie de ça. À mon avis, mais ça c'est mon estime personnelle, c'est que c'est juste des grosses capitalisations qui font du rendement et que ça continue à monter. Et donc c'est peut-être un choix facile de se dire j'achète les Max 7 parce qu'on sait bien que c'est eux qui poussent les indices vers le haut. Donc voilà, peut-être juste parenthèse. Alors on voit aussi que au début la finance plus traditionnelle était très frileuse sur les crypto-monnaies. Parce que, et ça l'est toujours, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Far West en fait, la crypto-monnaie. Il y a des lois propres au monde de la crypto-monnaie, mais qui ne sont pas des lois partagées par tout le monde. Mais petit à petit, on a vu de grandes banques, de grands fonds s'y intéresser de plus en plus, quitte à même créer des produits financiers adossés aux plus grandes crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum. Je voulais demander à Nicolas Eusicom, comment est-ce que chez Puy-Latco, vous traitez la crypto-monnaie quand vous avez des clients qui viennent vous voir et vous demandent « Tiens, est-ce que je pourrais pas avoir un petit peu de crypto-monnaie dans mon portefeuille ?» Donc, alors déjà dans notre allocation d'actifs, donc si on parle vraiment de gestion discrétionnaire, donc c'est pas un actif qu'on inclut dans notre stratégie d'investissement. Pour diverses raisons. Bon, il y a évidemment l'aspect de la volatilité des crypto-monnaies avec typiquement le comportement récent du Bitcoin, où évidemment on peut en parler, et la corrélation que ces cryptos peuvent avoir aussi avec le reste de ce qu'on met en portefeuille, c'est-à-dire typiquement notre exposition sur les marchés américains qui va principalement être dans la tech, vu je dirais l'exposition sectorielle des marchés, et on remarque que sur certaines séances typiquement où la tech a tendance à baisser, mais les cryptos baissent aussi. Donc c'est pas je dirais un angle de diversification qu'on veut actuellement ajouter dans notre stratégie d'investissement. Au-delà de ça, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en tant que banque, on est régulé par la FSMA, qui à ce jour, au niveau de la commercialisation des produits, en fait, liés, je dirais, à de la crypto-monnaie, en fait, donc, on ne peut actuellement pas le faire. Donc, du coup, en gestion conseil, on ne conseille pas de crypto-monnaie à nos clients. Ceux qui peuvent le faire, alors, le font dans des mandats qui sont, en fait, dans des portefeuilles qui sont sans mandat, donc sans gestion à proprement parler, dans des portefeuilles en donneur d'ordre, et ils doivent avoir la connaissance, donc être vraiment professionnels selon MiFID. Et là, en général, on conseille d'avoir une part réduite, j'imagine, en dessous des 5% de son portefeuille. Ça, c'est l'investisseur et son aversion au risque qui le décidera. Florian ? Je serais taquin en rappelant ce que le patron de BlackRock avait dit il y a quelques années, en disant que c'était entre guillemets du vent et que ça n'avait aucun intérêt. Et puis quand on voit qu'il crée un ETF Bitcoin avec une valorisation qui est juste démentielle, c'est un beau retournement de veste. Maintenant, je comprends que c'est, comme je l'ai dit, c'est une technologie disruptive. Il y a des fondamentaux qui sont techniques et qui sont difficiles à comprendre et qui sont complètement différents par rapport à une action, puisque si on parle
Des Mac 7. On a des sociétés qui vendent des produits, des services, etc. Quand on dit qu'est-ce que ça fait Bitcoin, c'est l'éternel débat philosophique parfois qui peut poser question. Mais on voit quand même que maintenant il y a quand même des tendances qui se dessinent. Et puis sur certains aspects il y a des concurrences et on le voit bien maintenant. Le stablecoin aujourd'hui, ça devient un sujet qui est omniprésent dans le secteur bancaire parce que il y a une intermédiation existante aujourd'hui dans le traitement de la monnaie numérique qui va pouvoir être réduit au niveau des coûts de manière sensible au travers d'une blockchain par exemple. Alors on va vous demander un petit peu votre avis à vous. Après avoir entendu un expert nous parler d'actualité, un autre évoquer avec nous les investissements chouchous de la nouvelle génération, je voudrais savoir dans quoi vous allez diriger vos investissements si je vous donnais comme ça 346 000 $ et pas un de plus. Alors vous investiriez dans des actions Apple, auquel cas vous pouvez en acheter 1384 à peu près. Des bitcoins, vous pouvez en avoir moins que 5. Vous pouvez aussi acheter des ETF sur ce fameux S&P 500. Donc c'est un produit qui suit la progression du S&P 500. Et là c'est en dollars et il est accumulatif. Là vous pouvez avoir 564 parts de l'ETF le plus vendu en la matière. Vous pouvez aussi acheter des parts de fonds. Donc il y a un gestionnaire de fonds qui va miser sur l'or, les métaux précieux, qui travaille pour Franklin. Et avec 346 000 $, vous pouvez acheter 17 300 parts. Ou, dernière option, un très bel appartement en bord de Meuse. Je vois que les ETF ont du succès. Et je vais demander à nos invités, c'était pas vraiment prévu, de aussi se positionner. Alors, un très bel appartement en bord de Meuse, c'est quand même chouette. Sinon, avec une vue long terme et vis-à-vis personnellement de mon âge, j'irais plutôt m'exposer sur le marché actions. Ok, donc plutôt Apple alors. Ah oui, il y avait Apple. Non, je choisirais sur l'ETF. Un ETF, oui. Et moi, sans surprise, je prendrais des bitcoins. Alors, à titre d'information, j'ai été sur un site qui vend des appartements. J'ai été voir un bel appartement en bord de Meuse. Ça coûtait à peu près 300 000 € que j'ai converti en dollars. Et puis, j'ai fait le calcul que voici. Et dans l'assemblée, vous êtes plus de 58% à vouloir plutôt des ETF. 23% vous optez pour la brique. Ensuite, je vois que c'est le Bitcoin qui tient la corde. Les fonds qui suivent l'or, les métaux précieux. Et en queue de vos choix, c'est les actions Apple. Alors, comme nous aimons le faire dans les podcasts Tracker, nous allons maintenant passer au crible le portefeuille d'un jeune investisseur. Bah tiens, voilà. Il s'appelle Lenny, il est étudiant ici même à HEC et membre du Dow Jones Club. Faites du bruit pour lui, ça va lui donner de la force. Ça va donc lui donner de la force, ça va aussi rappeler à nos auditeurs que cette émission est enregistrée en public. Et on va directement commencer avec le scan de ton portefeuille, Lenny. Lenny, bonjour et d'abord merci de jouer le jeu avec nous. Depuis combien de temps est-ce que tu investis en bourse ? Alors, je pense que moi j'ai un profil assez atypique. J'ai tout d'abord commencé quand j'avais 18 ans à investir en crypto-monnaie. Et à l'époque, j'avais une aversion au risque très élevée. Enfin, je prenais beaucoup de risques, c'est ça que je veux dire. Et donc c'est l'inverse. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans ma pensée, je me disais, j'habite chez mes parents, j'ai aucune responsabilité, j'ai pas beaucoup d'argent, autant y aller à fond. Et c'est ce que j'ai fait. Avec un très petit capital de départ, j'ai commencé à investir sur... aujourd'hui, je ne réinvestirai plus jamais sur ce genre de choses parce que c'était très risqué. C'est ce qu'on appelle des meme coins ou des shitcoins, comme on appelait ça à l'époque. Et donc, mais on était en période de bull run. Tout faisait des fois 2, fois 3, fois 5, même fois 100 des fois. On pouvait littéralement transformer 100 € en 1000 € en quelques jours. Attends, on va tout remettre dans une ligne du temps parce que tu me parles d'un temps comme si c'était il y a 50 ans. Mais donc,
je pense que tu n'avais pas vraiment 18 ans, mais tu allais tout juste avoir C'est 18 ça, ans. ouais. Et je pense que c'était il y a 2 ans, plus ou moins, ou 3 ans. C'était plutôt en 2021. 2020-2021, c'était quand 5 ans. les cryptos étaient vraiment super hautes et c'était vraiment l'euphorie sur le marché. Et quand tu dis beaucoup, tu avais combien de cryptos différentes? Alors, à l'époque des meme coins, j'en avais des dizaines. J'ai commencé avec une qui a fait x3, x5, x10. J'ai retiré, j'ai réinvesti dans d'autres, j'ai retiré, j'ai réinvesti dans d'autres. J'ai réussi à faire pas mal de gains grâce à ça. Enfin, c'était pas du gain parce que c'était pas sur mon compte en banque, c'était sur un wallet. Et depuis ce wallet, j'essayais de prendre des profits, mais c'est quand ce que je dis à mes amis qui me demandent à chaque fois, et comment tu as fait et pourquoi est-ce que tu n'as pas retiré? Parce que à la fin de l'histoire, je vous expliquerai, mais j'ai pas gagné grand-chose. C'est la raison, elle est très simple, c'est quand en fait on est très jeune et on gagne beaucoup d'argent en très peu de temps, on se dit mais que ça n'arrêtera jamais. Et c'est la raison toute simple de pourquoi aujourd'hui je n'ai plus du tout la même stratégie et que je n'agis plus du tout avec mes émotions. J'ai un plan bien cadré avant même d'investir, que ce soit en bourse, ou en crypto. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des stop loss, je regarde où je veux aller, je n'investis plus avec mes émotions, mais bien avec un plan. Ok. Alors, pour ceux qui sont restés branchés sur les pourcents et pas les x2, x3, on rappelle que x2, c'est plus 100%, x3, c'est plus 200%. Et on peut demander à Nicolas Eusicom, qui est ici présent, faire 100% en très peu de temps, c'est quasi impossible. Oui, en effet. Ça normalement rentre pas dans le cadre d'une gestion de portefeuille classique, entre guillemets. Ça ressemble plus évidemment à prise de pari, une volatilité très importante. Alors, un gestionnaire tu me dis si je me trompe, mais un gestionnaire de portefeuille, quand il a fait plus 10%, plus 12%, il peut commencer à dire, l'année va être bonne. En effet. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Comme ça, on a une échelle de valeur. Alors, si on prenait une photo aujourd'hui de ton portefeuille, quelle est la part d'actions et quelle est la part de crypto-monnaie? Je dirais que je suis plutôt maintenant à du 60% crypto, 40% actions. Et en fait, je n'investis pas personnellement en bourse. J'ai préféré délaisser ceci à un robot advisor, comme on appelle ceci, sur une application de courtage. Et tout simplement parce que je m'étais très fort intéressé, ça m'avait pris beaucoup de temps de m'intéresser à tout ce qui tournait autour des crypto-monnaies et je n'ai pas vraiment voulu prendre le temps de faire la même chose pour le marché boursier. Et donc il y a des très bonnes solutions qui permettent à des jeunes investisseurs qui n'ont pas réellement beaucoup de temps de le faire. Et sur cette application de courtage, on nous demande d'abord notre aversion au risque. Et on nous demande nos objectifs et en fonction de ceci, il va investir à notre place et nous donner des données chaque mois sur ce qu'il a fait et je trouve que c'est très bien fait. Alors, pour ceux qui sont restés branchés au pourcent, un robot advisor, donc c'est ton application qui va te poser des questions pour voir jusqu'à où tu es prêt à aller et en fonction de ton allocation, en fonction de l'argent que tu es prêt à placer en bourse. En général, on conseille de n'investir en bourse que de l'argent dont on n'a pas besoin. Donc, en fonction de cette somme-là, va te dire, tiens, j'ai fait ça, ou c'est toi qui vas valider ce qu'elle fait? Alors, je ne valide pas à la main tous les investissements qu'il fait et il a la liberté de pouvoir vendre et acheter. Moi, tout ce que je fais, c'est du DCA. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du dollar cost averaging. Donc, c'est investir une somme régulière à des moments réguliers dans le temps. Et ça me permet au final d'augmenter petit à petit mon capital investi en marché boursier sans réellement m'en soucier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le robot revient vers moi chaque mois en disant tout ce qu'il a réalisé durant le mois dernier. Et alors sans indiscrétion, on parle de combien d'euros tu es prêt à mettre tous les mois dans les marchés? Alors, encore une fois, je vis toujours chez mes parents, je n'ai toujours pas beaucoup de responsabilités, donc je me permets d'investir quasiment une grande partie de mon capital en euros, donc on va dire 70% de ce que je gagne. Mais c'est beaucoup, on va dire, tout ce qui est pourboire de mon job étudiant. Au lieu d'aller dans le carré, on se situe à côté, et de boire des chopes, je préfère l'investir et directement avoir peut-être des bénéfices d'ici 5 à 10, 15 ans, parce que c'est sur du très long terme. Tu pourras boire plus après, surtout, non? Exactement, je me ferai plaisir plus tard. Alors, on a reçu récemment un jeune étudiant d'une université bruxelloise qui investit 1000 euros, au moins 1000 euros en bourse tous les mois. Il y a un autre adage très suivi qui dit que plus
on investit tôt, plus son horizon de placement est grand, plus on pourra profiter de ce qu'on appelle les intérêts composés, par exemple, ou en tout cas de ce long terme qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, sur des périodes de 20 ans, de 30 ans, est quasiment gagnant à tous les coups. Alors, dernière question pour ce scan du portefeuille. Donc, tu as l'air assez satisfait de ta stratégie. Aujourd'hui, quand tu regardes ton rendement par rapport à tout ce que tu as mis, est-ce qu'il est au-delà de tes espérances, en dessous de tes espérances? Et si tu pouvais nous donner un petit pourcentage, parce que moi, je suis resté bloqué sur les pourcentages. Ok. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est dans le marché crypto, dans un bull run, il y a beaucoup de moments où on est totalement euphorique parce que on gagne beaucoup d'argent et je sais que c'était pas normal. Maintenant, je m'en rends compte, mais à l'époque, pour moi, c'était quelque chose que tout le monde pouvait avoir. Et donc, forcément, aujourd'hui, quand je vois que je gagne peut-être 20 euros sur une action en 2-3 mois, en ayant investi, allez, je sais pas moi, 100 euros, j'ai l'impression que c'est rien, alors que c'est déjà énorme. Mais alors qu'à l'époque, les 20 euros, je pouvais les faire en 1 minute, 2 minutes sur un meme coin, sur une crypto. Et du coup, c'est vrai que j'ai encore des fois du mal à me placer par rapport à l'euphorie que j'avais à l'époque, même si j'essaye de me corriger. Et donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, je pense que je suis en positif, mais c'est grâce aux investissements que j'ai faits sur moi-même et sur ma pensée, et surtout sur le temps que j'ai pris de regarder, de ne plus avoir la même stratégie qu'à l'époque. Ok, ben merci en tout cas pour avoir détaillé à ce point ton portefeuille. On va demander à 2 anciens élèves d'HEC, je pense qu'ils vont être bienveillants avec un actuel élève d'HEC, de juger un petit peu ton portefeuille. Ah bah tiens, il y a 2 anciens élèves d'HEC juste à côté de moi. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de Lenny et de la composition de son portefeuille? Mais moi, sur la stratégie, déjà, je suis très impressionné de par le fait que tu t'es déjà mis sur les marchés et que tu as en plus eu la réflexion d'adapter ta stratégie d'investissement en disant que tu prenais peut-être trop de risques par rapport à ce qui était prêt. Je pense que la stratégie de DCA fait clairement du sens vu ton profil. Donc, tu as des revenus qui sont mensuels, qu'ils soient élevés ou pas. La démocratisation des marchés permet maintenant de le faire. Et justement d'éviter le market timing en investissant petit à petit avec un horizon qui est super long comme le tien. Donc, je pense que c'est un très bon investissement que tu fais pour ton futur. Et moi, je prends ma casquette d'avocat fiscaliste. Très bien de faire du DCA, pas bien de faire du robot trading, parce que ça risque de requalifier tes gains d'une certaine manière qui serait plus taxable que dans un autre cas. Et donc, je me concentrerai sur le DCA, investir sur le long terme. Mais bravo d'avoir mis une grosse partie de ton investissement, puisque c'est 60% dans les cryptos. Mais reste à voir ce qu'il y a dans ces 60%. Si t'es resté dans les mêmes coins. Non, mais plus aujourd'hui. Alors c'est intéressant ce que dit Florian aussi, parce que tu parlais de 20 euros gagnés sur 100 euros. Il y a certains courtiers, belges, européens, extra-européens, sur cette performance-là, ils vont peut-être déjà prendre une partie en frais. Ensuite, si on fait pas attention, si on n'a pas déclaré par exemple son compte étranger et tout ça, on peut se voir un jour le fisc venir réclamer aussi une partie. Et donc très vite perdre ce rendement. On peut aussi, à force d'entrer, sortir, multiplier des petits frais qui comme ça ne valent pas grand-chose, mais dans une gestion beaucoup plus... quand tu calcules vraiment tous les points de ta gestion, à la fin ça compte. Et ça requalifie le revenu aussi. C'est une bonne chose à savoir, je vous avoue, parce que c'est vrai que on se rend peut-être pas compte on regarde peut-être pas le côté fiscal avant de commencer à investir, alors que ça joue beaucoup sur les bénéfices au final, sur les gains. Donc merci d'avoir fait la remarque et j'irai me renseigner. C'est l'heure de la question au tracker de l'écho. Chaque semaine, nous demandons à nos invités de poser une question à notre communauté d'auditeurs et de followers, histoire notamment d'alimenter les discussions dans notre groupe Les Trackers de l'écho sur Facebook. Nous demandons aussi souvent à des professionnels de la finance de répondre à ces fameuses questions. Ce soir, soyons fous, on va faire d'une pierre 2 coups. Autrement dit, nous allons demander à Lenny de poser une question à nos 2 invités du jour, Nicolas Eusicom et Florian Ernotte.
Lenny, la parole est à toi. Merci. Justement, j'en parlais tout à l'heure. Vu que je délègue beaucoup à la technologie aujourd'hui, j'avais préparé 2 petites questions pour nos experts ce soir, Nicolas et Florian. Nicolas, je suis un grand passionné d'intelligence artificielle et j'utilise au quotidien des outils extrêmement puissants, donc Claude Code, dont je pourrais parler pendant des heures. On sait que le pire ennemi de l'investisseur ou du trader, ce sont ses propres émotions. L'IA, elle n'en a pas. En plus, elle peut ingérer, croiser et analyser des milliers d'informations en temps réel sans jamais paniquer. Ma question est donc la suivante. Face à des IA accessibles depuis notre salon, capables d'investir pour nous de manière ultra rationnelle et souvent pour des frais dérisoires, comment est-ce que l'humain, c'est-à-dire le gestionnaire de fonds ou le conseiller, va-t-il pouvoir justifier sa valeur, sa plus-value dans les années à venir ? Je traduis, en gros, il demande est-ce que le métier de Nicolas aura encore du sens vu les progrès de l'IA. En gros. Merci pour la traduction, vous n'avez pas compris. T'as vraiment du souci à te faire. Donc, déjà sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, elle repose en fait évidemment sur la masse de données qui existe. Donc, nous déjà Puletco en tant que banque privée, en fait, pour information, on a un partenariat avec BlackRock depuis un peu plus d'un an et demi. Vous savez que du coup l'intelligence artificielle, vu la base de données qu'ils ont à leur disposition, en fait ils l'utilisent. Nous évidemment ce qu'on en retire de ça, c'est du coup de l'input supplémentaire pour pouvoir prendre des décisions d'investissement dans notre stratégie. Mais il y a toujours un au-là final qui est quand même un esprit critique humain qui permet de différencier un trade sur lequel une IA se mettrait sans réflexion et analyse humaine et un trade sur lequel on a vraiment une conviction. Et c'est pour ça que typiquement, par exemple, dans mon métier qui est principalement de la gestion sur mesure, l'idée c'est d'avoir vraiment un interlocuteur au bout du fil pour conseiller son client et du coup diriger le portefeuille en fonction des convictions du client et également de notre stratégie d'investissement. Ce qui est peut-être un peu moins facile en utilisant 100% une IA. Je pense typiquement que l'humain sera toujours nécessaire, en tout cas dans mon métier. Donc plutôt l'interaction humaine. Est-ce qu'il y a les gens et vous qui vous aiderez du coup de l'IA ? C'est ça. L'IA est un input que j'utilise. Ça augmente en fait mes capacités, ça augmente ma boîte à outils entre guillemets et me permet de me focaliser sur ce qui est surtout important, c'est-à-dire la relation que j'ai avec mon client. Alors moi c'est une réflexion que je fais. En général les modèles d'IA ils s'entraînent sur des données du passé et l'enjeu des marchés c'est de l'anticipation. Et donc c'est aussi peut-être quelque chose qu'un être humain va être plus à même de anticiper, d'imaginer ce que le futur va être et pas forcément se reposer sur des données du passé. Mais voilà, c'est un vaste débat qu'on ne va pas entamer aujourd'hui parce que tu as préparé une deuxième question. Effectivement, j'ai une deuxième question pour vous, Florian. Et elle rejoint un peu ce que j'ai expliqué sur ma stratégie plus tôt. Aujourd'hui, j'utilise un robot, comme on en a parlé. Et il s'appelle comment ton robot il n'a pas un petit nom, quoi. Bon, on peut l'appeler Charlie. J'aime bien ce petit nom. Et du coup, ce robot, Charlie, en l'occurrence, prend des décisions d'investissement à ma place selon mon profil de risque. Mais il y a une petite question juridique qui m'intrigue. Si demain, l'algorithme de mon courtier bug sévèrement ou prend une décision désastreuse qui me fait perdre tout mon capital, qui est responsable aux yeux de la loi ? Est-ce que c'est la machine, le développeur, le courtier qui me fournit l'outil, ou bien moi-même sous prétexte que j'ai accepté des conditions générales ? Très bonne question. Alors, pour y répondre, il n'y a pas de personnalité juridique au sein des logiciels, et donc ce sera nécessairement la relation contractuelle qui encadre ta relation qui va prévaloir. Donc, a priori, et sous réserve de ce que les conditions générales que tu as acceptées en t'inscrivant sur ce courtier, je dirais que il a dû avoir une clause d'exonération de responsabilité sur certains cas, et très certainement avoir une assurance pour couvrir les risques liés à l'utilisation de cette machine algorithmique qui fait des prédictions. Donc voilà pour ce que je peux t'en dire, mais ce sera essentiellement sur le courtier que tu pourras te retourner. Sauf si tu as accepté à 100% de prendre les risques, mais ça m'étonnerait parce qu'au niveau du droit de la consommation, il peut y avoir des petits problèmes. Parfait, merci beaucoup. Alors avant de nous quitter, nous allons aussi poser une question à notre cher public et créer ce qu'on appelle dans le jargon du sondage un nuage de mots.
Alors, à vos machines, la question est simple. Après la première partie, après la discussion qu'on vient d'avoir ici, quel sera votre prochain investissement ? Vous avez 1 minute. ETF déjà, des actions Microsoft, de la crypto, moi-même, du pétrole. Et là, le nuage ETF grossit, des valeurs refuges, on sent la peur quand même, hein. Alors le fait de écrire des mots qui sont déjà dans le nuage le fait grossir, hein. J'entends ici à côté de moi quelqu'un qui me dit qu'il va investir dans Tracker. On n'est pas encore coté en bourse, quoique à moitié. Voilà, c'est ici que se referme le podcast Tracker, enregistré depuis HEC Liège. Merci à nos 3 invités et au Dow Jones Club qui nous reçoit aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe de Tracker et du journal de l'Écho qui ont permis la réalisation de ce podcast. Et merci à vous qui nous écoutez, mais aussi vous, cher public, venus ce soir en nombre. C'était Salim Nesba au micro et Louise Pinchard à la réalisation, ainsi que Julie Garrigue et Lisbeth Marois à la préparation de ce Tracker Live, le podcast Bourse du journal L'Écho. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tracker et aussi le bonus avec les questions et réponses du public venu à HEC Liège.